Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Bienvenue à notre 5e cours de méthodologie de la recherche et de techniques de rédaction du mémoire de fin d'études. Aujourd'hui, nous parlerons des caractéristiques de l'écriture scientifique et des exigences aussi de l'écriture scientifique. Il est très important dans un mémoire de fin d'études et dans la phase de rédaction du mémoire de fin d'études de prêter une attention particulière à l'écriture, à la rédaction, à la forme. Souvent, on parle de la forme et du contenu. Et donc, il est très important de bien concevoir le contenu et de bien le réfléchir par toutes les phases que nous avons vues, notamment de documentation, de synthèse. Mais il importe aussi de bien mettre en valeur, de bien mettre en exergue son travail par le biais de l'écriture. Et l'écriture scientifique est différente des autres écritures, de l'écriture littéraire par exemple. Elle a ses propres caractéristiques et ses propres exigences reconnues et partagées par la communauté scientifique. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur ces caractéristiques et ces exigences. Je préfère aussi parler en termes d'exigences pour vous montrer qu'il y a un travail laborieux, un travail studieux, un travail de réflexion à faire aussi sur nos pratiques d'écriture ou sur l'écriture en tant que praxis. Alors, j'ai prévu pour vous une présentation, comme toujours, et donc voilà, je vais la partager et on va expliquer au fur et à mesure du déroulement des diapos les différents points que je vous invite à mettre en pratique dans le travail de rédaction de votre mémoire de fin d'études. Je pense que pour beaucoup, c'est le moment de rédaction et la plupart des étudiants sont arrivés à cette phase de rédaction de certaines parties du mémoire de leur mémoire de fin d'études. Alors, je partage donc la diapo avec vous. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'écran pour que vous me voyez mieux. Cours 5, donc je vous donne le plan du cours comme toujours, l'écriture scientifique, les caractéristiques du discours scientifique. Quand on parle de l'écriture scientifique, on parle aussi du plagiat. Donc le plagiat, avant de condamner les étudiants ou de les sanctionner ou de les pénaliser par rapport au plagiat, il faut leur expliquer ce que c'est, parce que de nombreux étudiants ne le font pas délibérément, ne plagient pas délibérément, c'est par ignorance qu'ils le font. On va parler de l'analyse qualitative des données aussi. Donc, il y a une analyse qualitative des données qui requiert une écriture particulière, une écriture réflexive, une écriture analytique, une écriture critique. On va voir comment s'applique cette analyse ou cette écriture, pardon, dans la présentation des résultats et dans la discussion des résultats. Donc, on va prendre un exemple pour voir un peu comment se met en forme ou prend forme cette écriture. Le premier point, donc, c'est l'écriture scientifique, les caractéristiques du discours scientifique et quelles sont ses exigences. Alors, il faut savoir que l'objectif de l'écriture scientifique, c'est d'informer la communauté scientifique, le lecteur, ceux qui s'intéressent au sujet que vous abordez. Informer, expliquer des phénomènes, décrire des phénomènes, s'interroger sur des phénomènes et démontrer une thèse, une idée, l'existence d'un phénomène. Le jargon de la spécialité doit être employé. On sait que pour chaque discipline, il y a un jargon spécial, il y a les mots de la spécialité et ces mots doivent être donc utilisés par vous. Ce sont les mêmes termes qu'utilisent aussi les membres issus de la même communauté scientifique que vous. Il faut dire que le jargon de spécialité, quelle est son utilité? Il permet aux membres d'une même communauté scientifique de communiquer d'une façon rapide, d'une façon efficiente par le biais des concepts. C'est-à-dire quand on est d'accord sur ce que veut dire un concept, sur une conceptualisation, sur une théorisation, on va plus vite dans la réflexion. On réfléchit plus vite, on y va plus vite. Alors, dans un mémoire de fin d'études, par le biais de l'écriture, il ne faut pas émettre des jugements de valeur. Il ne faut pas
émettre des affirmations, des certitudes, des opinions personnelles. Ça n'intéresse pas la communauté scientifique, ça ne nous intéresse pas. Nos opinions personnelles, nos opinions, nous les gardons pour nous, simplement là, c'est bon, mais nous les gardons pour nous. Et dans un travail scientifique, il s'agit de démontrer, il s'agit de décrire, il s'agit d'expliquer en tenant compte des paramètres, des critères scientifiques qui sont donc ceux de la discipline. Alors, l'écriture scientifique, elle doit être neutre, elle doit être objective. Alors, dans l'écriture scientifique aussi, dans la phase de rédaction des différents chapitres de vos mémoires, il est important de citer les sources. Les références citées sont des productions scientifiques qui sont réalisées par des universitaires, par des chercheurs et qui sont publiées dans des ouvrages scientifiques ou dans des articles scientifiques. Donc, il importe de bien choisir sa source aussi. Il faut que la source soit scientifique, il faut que la publication où le document fasse l'objet ou ait fait l'objet d'une publication scientifique. Ça, on en a parlé la fois dernière dans le choix de la source, d'une source fiable, d'une source scientifique. Et vérifiée et reconnue par les pairs. Pairs AIRS. Il ne faut pas fournir d'informations sans en citer la source dans le corps du mémoire et dans les références bibliographiques à la fin du mémoire. On a dit que dans le corps du mémoire, on cite entre parenthèses la référence, et dans les références bibliographiques en fin de mémoire, on met les références dans leur intégralité. Il ne faut pas avancer d'idées, d'informations sans qu'elles ne fassent l'objet d'un renvoi bibliographique. Il faut toujours indiquer la source entre parenthèses. La paraphrase est recommandée. La paraphrase, c'est la reformulation. Elle est recommandée quand la citation ne peut pas être reformulée, sans que l'étudiant ne s'écarte de l'idée, ne soit quand elles sont originales, quand elles sont percutantes, ces citations, on peut les garder telles quelles, mais si on peut reformuler, si on peut paraphraser, on le fait. Les informations contextuelles d'ordre politique, idéologique ou les informations sur le terrain, entreprises, instituts, centres de formation par exemple, nécessitent la citation d'autres sources comme les documents officiels, les sites internet, les journaux. Ça aussi, ce sont des références qui doivent figurer en bas de page, mais elles ne doivent pas être nombreuses. Elles figurent en principe dans le premier chapitre de votre travail où vous présentez votre terrain, où les données, les informations sur votre terrain, sur l'entreprise dans laquelle vous menez votre enquête de terrain, par exemple. Alors, il y a aussi les références bibliographiques dans le corps du mémoire, à la fin du mémoire, et il y a ce qu'on appelle les notes de bas de page. Alors, elles servent à quoi les notes de bas de page? Elles servent à porter des détails ou à consigner des détails sur un événement, sur un sujet, sur le contexte, sur un petit historique par exemple, sur un événement qui peut ajouter des détails ou des informations plus détaillées en rapport avec votre sujet, mais pas en rapport direct avec votre sujet. Donc, c'est une information en plus, si vous voulez. Ce sont des notes explicatives qui permettent de mieux préciser le contexte. Elles sont placées en bas de page, comme leur nom l'indique. Elles sont insérées automatiquement pour ne pas alourdir le texte. Voilà, le texte du mémoire, d'accord, ou le texte qui figure dans le corps du mémoire. Alors, pour ce qui est des aspects linguistiques, toujours concernant cette écriture scientifique, les mots doivent être précis, univoques, d'accord. Il faut éviter les emplois ou l'emploi des termes, des adverbes, des métaphores, des mots composés, les onologismes, les phrases fleuves complexes, les phrases longues complexes, fleuves, vagues, le langage littéraire et la préciosité du style. Ça, il faut l'éviter, d'accord. Il faut écrire dans un style direct, dans un style dépouillé, dans un style neutre, dans un style objectif, dans un style simple. Il faut s'assurer de l'emploi approprié des synonymes. Parfois, on a tendance, on veut ne pas répéter certains termes, donc on cherche n'importe quel synonyme et on le met alors que son emploi n'est pas toujours approprié. Il faut privilégier les formes impersonnelles. Il faut utiliser le présent de l'indicatif. Le conditionnel doit être aussi utilisé dans la formulation
des questions de recherche ou dans l'interprétation des résultats pour éviter de tomber dans les affirmations et les assertions et pour nuancer aussi le propos, notamment dans la phase de formulation des questions de recherche, mais aussi dans le cadre, dans le premier chapitre où on présente le cadre théorique quand nous avons par exemple des réserves à faire quant à une certaine théorisation, une certaine conceptualisation, à l'application d'un concept, etc. Il faut prendre des pincettes, j'allais dire, mais il faut utiliser le conditionnel pour ne pas tomber dans les affirmations, dans les certitudes, à un stade avancé ou même à un stade précoce, on va dire, ou même à un stade avancé de la recherche. Donc, il faut être prudent, il faut être modeste, notamment dans un travail de mémoire de fin d'études où les informations que nous avons, les connaissances que nous avons sont limitées parce que nous n'avons pas l'expérience que nous avons quand on a passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la recherche ou à faire de la recherche. Ça, il faut le savoir et en tenir compte. Les phrases, c'est très, très important. Je le dis, je le redis, je le répète. J'espère que les étudiants vont nous entendre, vont m'entendre cette fois-ci. Les phrases doivent être courtes, simples, précises et compréhensibles. C'est tout un travail à faire, ce n'est pas facile. Hein. Je dis que les phrases doivent être courtes, simples, précises et compréhensibles. Ce n'est pas évident. C'est quelque chose qui demande, ou un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. Pour faire une phrase courte, pour faire une phrase simple, pour faire une phrase correcte, il faut de la concentration, de la formulation, de la reformulation. Donc, un travail de reformulation, c'est un exercice de style. Alors, il faut lire et relire les phrases. Il ne faut pas se contenter du premier jet. Il faut reprendre la formulation jusqu'à ce qu'elle soit correcte sur les plans sémantiques et sur le plan grammatical. Il n'y a pas mieux que de vous faire relire par autrui, par une personne qui maîtrise la langue. Il faut donner des parties de votre travail à relire et à corriger par vos camarades ou à des personnes de votre entourage qui ont une bonne connaissance, même une connaissance moyenne du français. Il faudrait qu'ils comprennent ce que vous avez écrit. Une écriture lisible permet de mettre en exergue la qualité de l'argumentation de votre mémoire, dans votre mémoire. Une écriture lisible facilite la compréhension du texte et la transmission de l'information, parce que c'est ça l'objectif du texte scientifique, c'est de transmettre une information scientifique. Et elle rend aussi agréable la lecture de votre mémoire. Donc, elle sécrète, si vous voulez, les hormones du bonheur ou du plaisir chez votre lecteur et ça peut influer sur la notation ou sur l'appréciation de votre mémoire. Les paragraphes doivent être équilibrés, 5 à 6 lignes et composés de plusieurs phrases. Donc, il faut veiller à l'équilibre des paragraphes, ne pas mettre, par exemple, des paragraphes ou des phrases de 2 lignes tout au long de la page. Ce ne sont pas des paragraphes, ce sont des phrases. Et donc, il faut équilibrer les paragraphes et ne pas dépasser 6 lignes par 5 à 6 lignes par paragraphe. Chaque phrase doit comporter une idée et doit être limitée au début et à la fin par des points de ponctuation. D'accord? Donc, ça permet de limiter la phrase et de la rendre compréhensible sur le plan du sens. Et, éviter de mettre une phrase par paragraphe, donc une ligne à une ligne et demie par phrase. C'est ce qu'on appelle des phrases courtes. Alors, la ponctuation doit être respectée. Elle permet de préciser le sens de la phrase, je l'ai dit. La ponctuation sert à fixer et à déterminer les rapports entre les idées. Donc, c'est important de veiller au respect de la ponctuation. Elle facilite aussi la lecture et la compréhension du texte par le lecteur. Donc, il faut toujours se mettre à la place du lecteur. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce que c'est compréhensible pour lui? Est-ce qu'il arrivera à me suivre? Il faut utiliser les marqueurs de transition, les mots de liaison en ponctuant rigoureusement les phrases. C'est un travail à faire qui prend du temps. Travail d'écriture, de réécriture, de reformulation. Alors, maintenant, on arrive au plagiat. C'est quoi le plagiat?
Je parle d'abord du plagiaire, parce que voilà, il faut sensibiliser contre le plagiat. Un plagiaire qui a conscience de plagier, hein, qui sait qu'il est en train de plagier. Ce n'est pas quelqu'un qui plagie par ignorance parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le plagiat. Un plagiat, un plagiaire, pardon, un plagiaire sur de lui déterminé, c'est un personnage qui est peu scrupuleux, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui rentre dans le domaine de la recherche par effraction et qui laisse des plumes très souvent. C'est un pilleur de biens immatériels. Le plagiaire, il fait quoi? Il usurpe une notoriété qui n'est pas la sienne. Donc, je vous conseille de ne pas être ce personnage, cet imposteur, ce menteur. Ne soyez pas ce voleur, ce tricheur. Ne soyez pas ce menteur. Ne soyez pas cet imposteur. Vous ne serez pas plus vous-même. Plagier, c'est déroger aux règles de l'éthique et de la déontologie, plus sérieusement, plus officiellement, on va dire. Un poète latin se plaignait à un ami de quelqu'un qui l'a plagié et qui l'a mal plagié. Il lui a dit, tu ramèneras le plagiaire à la pudeur. Impones plagiaro pudorem, en latin. C'est-à-dire que c'est une action dont on doit avoir honte. Tu ramèneras le plagiaire à la pudeur. Le plagiat est une faute d'ordre moral. C'est une atteinte grave à la déontologie scientifique et universitaire. C'est une atteinte au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. C'est de l'ordre de l'imposture, je l'ai dit. Le plagiaire ment sur ses compétences à rédiger, à concevoir un mémoire, un article, une thèse. Non seulement le travail est discrédité quand on se rend compte du plagiat et quand on le rend public, mais l'auteur du travail et tous ses travaux sont discrédités. C'est comme dit le proverbe, qui vole, volera. Les formes de plagiat, c'est le copier-coller, la traduction de l'anglais au français, par exemple, de l'arabe au français. C'est l'auto-plagiat, mais ça, il faut avoir produit quelque chose d'original pour plagier par la suite, pour reprendre ce qu'on a dit sous différentes formes. C'est l'auto-plagiat, mais c'est un stade un peu avancé de la recherche. C'est la paraphrase, citer ou s'approprier les idées d'autrui sans citer la source. La truncation de paragraphes pour éviter leur détection par les logiciels anti-plagiat. Donc, toutes ces formes sont à éviter, tout le plagiat est à éviter. Alors, pour éviter le plagiat, il faut employer des citations, il faut citer la source à la fin de la reformulation d'une idée, d'un schéma, d'un graphe, d'une photo, tout ce que vous n'avez pas vous-même écrit, conçu ou récolté. Je crois que c'est clair. Hein. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'analyse qualitative des données, parce qu'il y a une phase d'écriture dans l'analyse qualitative des données. Alors, on l'a dit, on mène des études empirico-inductives où la démarche est qualitative, interprétative, compréhensive. L'écriture est également une écriture analytique, une écriture réflexive. Alors, cette écriture apparaît dans le cadre théorique ou dans la rédaction du cadre théorique dans le premier chapitre et dans l'analyse et la discussion des résultats dans la partie dite empirique. Alors, elle est définie par Payet et Mukieli, l'analyse qualitative des données, des éléments du corpus ou des informations issues ou extraites du corpus, comme une démarche discursive de reformulation, d'explicitation ou de théorisation d'un témoignage, d'une expérience, d'un phénomène. Quand on analyse une donnée, une information, on procède à une reformulation, à une explicitation du sens, d'accord, une explication du sens, si vous voulez, à une mise en évidence du sens, ou de théorisation d'un témoignage, d'une expérience, d'un phénomène. C'est-à-dire, on va mettre en relation la donnée ou l'information que nous avons recueillie avec un concept, avec une théorisation sur la question. Donc, c'est écrire dans l'analyse
qualitative revient à mettre en lien des témoignages, des données, des informations avec des concepts ou avec des éléments théoriques. Deuxième citation, l'analyse fait appel à son propre fond linguistique. L'analyste fait appel à son propre fond linguistique, c'est-à-dire un travail d'écriture qui se fait à celui de la communauté scientifique, l'utilisation du jargon scientifique. Donc, c'est propre de l'auteur, de l'analyste, qui doit donc correspondre au style scientifique, au discours scientifique, à l'écriture scientifique. Et nous avons aussi le jargon de la spécialité partagé par l'ensemble de la communauté scientifique, ainsi qu'à celui de son lecteur, de manière à créer une interface entre les concepts et les entités empirico-phénoménales. C'est-à-dire on va à la fois puiser dans nos propres ressources linguistiques, puiser dans les ressources linguistiques partagées par la communauté scientifique ou par les chercheurs de notre discipline, ou qui font des recherches dans la discipline ou des disciplines qui sont les nôtres. Et on va aussi utiliser le lexique des enquêtés, c'est-à-dire les mots des enquêtés, parce que vous vous rappelez, quand on a parlé des principes de la recherche empirico-inductive, nous avons dit que l'enquêteur ou l'enquêtrice n'impose pas ses propres catégories, ses propres mots aux enquêtés, mais elle doit permettre l'émergence des catégories du terrain ou par de la bouche même des enquêtés qui doivent fournir eux-mêmes leur propre description des phénomènes qu'ils pratiquent, qui les entourent. Troisième citation, il s'agit toujours d'un travail de mise en relation avec un contexte ou de construction d'une configuration d'éléments. Donc l'écriture analytique, c'est un travail où l'analyse par l'écriture analytique ou l'analyse analytique, non pas l'analyse analytique, l'analyse qualitative passe par une écriture analytique, réflexive, qui met en lien des éléments du contexte avec des éléments théoriques. Alors, une autre citation, les recherches en sciences humaines et sociales où les recherches en sciences humaines et sociales est en grande partie une activité discursive. C'est la recherche en sciences humaines et sociales est en grande partie une activité discursive. L'écriture y est non seulement incontournable, elle est en soi actualisation de l'analyse, déploiement de la conceptualisation. Donc les concepts ou le travail de réflexion, le sens qui émerge de notre recherche, que l'on veut donner à notre recherche, passe par l'écriture. Donc l'écriture, c'est un travail important qu'il faut conscientiser, dont il faut avoir conscience, et tout notre travail en sciences humaines et sociales transite par l'écriture. D'où l'importance d'une écriture qui met en valeur le sens que l'on essaie de récolter du terrain, sur le terrain ou dans le terrain. Le regard analytique ou interprétatif prend en effet forme dans l'écriture, tant au niveau des mots que des liens entre les mots, les propositions et les portions de texte. C'est-à-dire que quand on lit notre travail ou notre analyse, il faut qu'on puisse suivre notre raisonnement, notre argumentation, et que l'on puisse déceler au même rythme, on va dire, au même titre que l'analyste, son raisonnement et son analyse des phénomènes récoltés sur le terrain. Donc, vous devez, en tant qu'analyste, en tant que chercheur, en tant que quelqu'un qui a fait un travail sur le terrain de collecte de données du corpus, vous devez pouvoir permettre à votre lecteur de suivre votre raisonnement, de comprendre vos démarches, de comprendre votre réflexion par le biais d'une écriture lisible, d'une écriture fluide, d'une écriture analytique, d'une écriture qui reproduit votre regard, votre interprétation et votre réflexion sur les phénomènes que vous avez observés. C'est important. Dernière citation, l'écriture permet plus que tout autre moyen de faire émerger le sens.
d'où l'importance d'une écriture simple, d'une écriture compréhensible, intelligible. C'est par l'écriture qu'émerge le sens. Alors, l'écriture analytique, de façon plus précise, même référence, même source, l'écriture comme praxis d'analyse, comme pratique d'analyse, intervient en réponse à une question générale qui sous-tend dans toutes ses formes ce type d'analyse. La question que l'on se pose, que doit se poser le chercheur, que doit se poser l'analyste, vous, étudiant-chercheur, c'est qu'y a-t-il à décrire, à rapporter, constater, mettre de l'avant, articuler relativement aux matériaux de l'étude. La question est simple, elle est directe, mais elle est exigeante. Qu'est-ce qu'il y a à décrire, à rapporter, à constater, à mettre de l'avant, à articuler relativement aux matériaux de l'étude. D'accord? Donc, on doit s'interroger, là on va voir ça dans enquête de terrain, on doit s'interroger sur les phénomènes que nous observons et sur ce que nous souhaitons mettre en évidence, en exergue, dans un travail donné. Et ça transparaît à travers l'écriture, ça transite par le biais de l'écriture. L'écriture de texte suivi, plus que tout autre procédé, nécessite une série de lectures attentives du matériau avant que la plume ne puisse jouer du sens librement et surtout validement, car le texte ressorti de la synthèse et requiert par conséquent ce temps et cet espace de constitution qui caractérise toute création. Donc là, on insiste avec une réflexion très poussée sur l'écriture scientifique, sur la recherche du sens. La recherche du sens à donner au lecteur, à proposer au lecteur. Donc, ce sont des paragraphes que je vous invite à lire, à relire, et je vous invite à vous en imprégner aussi pour que vous puissiez reproduire ça à travers votre travail de mémoire. Alors, il y a deux formes d'écriture qui sont à adopter, une écriture descriptive et une écriture analytique. Alors, c'est quoi une écriture descriptive? Citation. L'écriture est descriptive lorsqu'elle sert de support à la reconstitution plus ou moins détaillée des actes, événements, expériences rapportées à l'intérieur du corpus à l'étude. Donc, l'écriture descriptive, vous en servez dans l'introduction, même s'il y a des moments où vous vous interrogez sur poser la problématique, les questions de recherche, etc. Dans le cadre théorique, il y a une phase descriptive, mais il y a une phase analytique aussi. Et quand vous passez à la partie empirique, il y a aussi un travail de description à faire du terrain, des enquêtés par exemple, et ensuite il y a un travail d'analyse, voilà, d'analyse que vous faites pour la discussion des résultats de la recherche. Alors, l'écriture analytique, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture comme stratégie de recherche. L'écriture comme stratégie de recherche devient analytique lorsqu'elle déborde de la stricte description. Donc, l'écriture analytique, elle dépasse l'écriture ou la simple description pour prendre la forme d'essais plus conceptuels se situant à une certaine distance du corpus analysé. Lorsqu'on commence à introduire des concepts, lorsqu'on commence à introduire des citations, lorsqu'on commence à introduire des définitions, lorsqu'on commence à introduire de la théorie dans l'écriture, on passe à une écriture analytique. Elle est analytique lorsqu'elle fait ressortir des aspects significatifs de l'objet d'étude, lorsqu'elle montre du sens, lorsqu'elle dégage du sens, lorsqu'elle met en avant, en évidence le sens des phénomènes. Lorsqu'elle interprète à la lumière d'un contexte nouveau ou qu'elle confronte à des théorisations dont il a pu, lorsqu'elle interprète l'objet d'étude à la lumière d'un contexte nouveau, lorsqu'elle le confronte, cet objet d'étude, à la théorisation dont il a déjà fait l'objet auparavant. Donc, lorsqu'on commence à réfléchir sur les données, sur l'objet d'étude dans un cadre nouveau, dans un contexte, ou à partir d'un contexte nouveau, d'une vision nouvelle, de nouvelles perspectives, là, on commence à être dans l'analyse, à être dans la réflexivité.
Alors, je vais vous donner un exemple extrait d'un de mes articles qui s'intitule « Le stéréotypage des identités sexuelles dans la communication publicitaire autour de la bière algérienne, Tango Tawana, acte du colloque international, réseaux sociaux, traces numériques, communication électronique ». Alors, je vous donne l'exemple d'une écriture descriptive, puis l'exemple d'une écriture analytique. Très rapidement, je vais vous lire ça. Dans cet article, c'est dans la phase de présentation de mon sujet. Dans cet article, je m'intéresse à la publicité Tango Tawana, Tango les nôtres, une publicité autour d'une marque de bière fabriquée en Algérie. Cette publicité est singulière dans la mesure où il s'agit de la première publicité réalisée autour d'une boisson alcoolisée en Algérie. Nous nous proposons dans le cadre de cette contribution de cerner la caractérisation de l'éthos du consommateur algérien, de la bière Tango les nôtres, et ce à travers les stratégies de captation déployées, outre le recours à l'arabe algérien, au français et à l'alternance des deux langues, visant à créer de l'empathie avec le public visé, les créatifs recours à l'emploi d'expressions routinisées, des proverbes algériens, à la récupération des détournements de slogans politiques ou de citations célèbres. Donc là, je donne des informations, j'explique ma démarche, mes choix théoriques, je donne des informations sur la marque sur laquelle je veux travailler, etc. Donc, je fais de la description. Il n'y a aucune analyse à ce niveau. Deuxième passage, je commence mon analyse. La publicité produite par Tango s'appuie sur les stratégies de régulation du message sur le destinataire. Donc là, j'ai déjà introduit une citation. En effet, le discours publicitaire tend à se conformer à ce que le public aime ou veut entendre et s'appuie sur du déjà dit et du déjà pensé afin de flatter le narcissisme des récepteurs. Les créatifs recourent de fait assez souvent à l'exploitation de catégorisations stéréotypées, lesquelles sont représentées à travers une énonciation humoristique dans la finalité de produire des effets de connivence sur le récepteur de la publicité. Le discours publicitaire repose généralement sur l'énonciation doxale, c'est-à-dire sur ce qui relève du sens commun de la doxa, qui correspond à un ensemble de représentations socialement prédominantes dont la vérité est incertaine. C'est d'ailleurs le nombre d'adhérents à cette opinion qui confère de l'autorité, voire de la véracité du propos énoncé. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais vous avez vu qu'il y a plein de concepts. Il y a des citations, il y a de la théorisation. Donc là, je passe à une écriture, à un niveau d'analyse assez critique, au niveau d'analyse. Voilà. Après, on passe de la description à l'analyse, et c'est ainsi que s'écrit la recherche, que se fait la recherche, ou que se fait une étude ou un travail de mémoire. Il y a des phases, des parties dans le mémoire où on fait où on fait de la description, et il y a d'autres passages ou d'autres parties où on fait de l'analyse, d'accord? Et on trouve l'analyse notamment dans la partie empirique du travail. On peut aussi trouver quelques éléments d'analyse dans la partie théorique et inversement. Voilà, je vous remercie donc de votre attention. J'espère que vous avez pu un peu suivre avec moi ces recommandations, ces conseils, ces consignes pour adopter une écriture scientifique, un style scientifique, mais bon, il faut savoir aussi que on s'approprie un style, on s'approprie une écriture, ça vient par la lecture, par beaucoup de lectures, par l'expérience aussi. L'expérience, c'est beaucoup de temps passé à lire des articles scientifiques, à lire des ouvrages, etc. Mais il faut essayer de suivre le minimum, donc de faire le minimum, de suivre ces consignes pour pouvoir produire un mémoire de fin d'études, je le redis, de 35 à 45 pages, correct sur le plan de la forme et qui correspond aux normes de rédaction internationales. Je vous remercie de votre attention encore une fois, et je vous dis au prochain enregistrement, et je vous souhaite une belle fin de journée.